Bonjour à tous, une assurance habitation à base d'objets connectés, un casque de moto connecté lui aussi, et puis un système pour faire la sieste au bureau. C'est le sommaire de ce village startup. Salut François Sorel. Salut Jérôme Colombin, une sélection de startups tous les mois ici sur ZeroNet TV au village Baïséa. Et notez que tout à l'heure, Fabrice Marcella nous rejoindra, c'est le maire du village. Et avec lui, on découvrira les relations parfois un peu difficiles entre startups et grands groupes. Bienvenue. Une assurance pour la maison à base d'objets connectés qui surveillent s'il y a des fuites d'eau, d'électricité, etc. C'est le pitch de Lucas. Et oui, et c'est Luco plutôt. Luco d'ailleurs. Salut Ouais. Lucas. Bon, sauf qu'il Luco. s'appelle Raphaël, mais c'est pas On grave. va pas se tromper, c'est marqué sur l'emballage. Raphaël William est avec nous, bonjour. Bonjour François, bonjour Jean. Donc vous êtes le CEO de Luco. Le principe donc du village, c'est que vous avez 6 minutes en fait pour nous convaincre. Et on va parler de Néo-Assurance avec vous. Alors on y va, c'est Donc parti je lance le Jérôme, chrono. on y va. Qu'est-ce que c'est que Luco? Luco, c'est la néo-assurance numéro 1 aujourd'hui en France. C'est une assurance simple, transparente, qui rembourse vite. Qu'est-ce que ça veut dire? Simple, ça veut dire qu'en 2 minutes, vous comprenez les garanties, les 2-3 exclusions à avoir en tête pour pas avoir de mauvaises surprises. Transparente, 30% des primes chez Luco servent à gérer les sinistres, à fournir le meilleur service client. 70% servent uniquement à rembourser les sinistres. Et quand il reste de l'argent en fin d'année, elle est reversée à la session du choix de l'assuré. Et du coup, les assurés se comportent mieux, ils exagèrent moins. Et Luco rembourse rapidement 50% des sinistres remboursés en moins de 2 heures ou un artisan en moins de 2 jours pour réparer un dégât des eaux, par exemple. Donc ça, c'est Luco. Aujourd'hui, c'est 10 000 assurés en France en moins d'un an. On est l'assurance qui croît le plus vite en Europe. Et on développe des technologies d'intelligence artificielle pour venir protéger les foyers, détecter, prévenir dégâts des eaux, incendies et intrusions, qui sont 85% des coûts et des risques de l'assurance habitation. Alors on va en parler, mais juste avant, si on comprend bien, vous voulez dépoussiérer le secteur de l'assurance. Exactement. L'assurance habitation, tous les Français en ont une. Très peu comprennent ce qu'ils achètent. Et quand ils ont un sinistre, un accident, en moyenne, c'est 2 mois pour se faire rembourser. Et ça, c'est quand il y a un seul assureur impliqué. Quand il y a plusieurs assureurs impliqués, ça peut monter jusqu'à plus de 12 mois, 18 mois pour se faire rembourser. Donc nous, on prend une grosse industrie bien poussiéreuse que les gens ne comprennent pas trop. On vient la simplifier. Donc on enlève tout un tas d'options inutiles, tout un tas de complexité, et on vient mettre beaucoup plus de services clients, de rapidité, d'efficacité. Un peu comme les néobanques révolutionnent les banques, vous, avec ces néo-assurances, vous essayez de révolutionner les assurances, c'est ça? C'est exactement ça. La banque et l'assurance sont des secteurs différents, mais avec pas mal de similitudes. C'est des secteurs très réglementés, avec des barrières à l'entrée capitalistiques importantes. Et donc Luco, on est la première néo-assurance. C'est de la même manière qu'il y a eu des néobanques comme Revolut, N26 ou d'autres, qui viennent vraiment simplifier la banque. On fait exactement la même chose dans l'assurance habitation, en mettant beaucoup plus d'expérience client et de simplification. Alors parlons de la technologie. Donc je prends une assurance, je décide d'assurer mon habitation chez Luco. Qu'est-ce que je vais installer chez moi et pourquoi? À quoi ça va servir? Déjà, si vous voulez rien installer chez vous, vous n'êtes pas obligé et vous êtes assuré comme avec Ça une marche assurance quand même, traditionnelle. même sans objet Exactement. connecté, d'accord. Après, on développe et on fournit aujourd'hui en test à nos assurés des technologies pour venir prévenir les accidents. On ne veut pas se contenter de regarder passer les dégâts des eaux, finalement de subir comme nos assurés. On veut venir prévenir, protéger au maximum. Et donc, c'est 3 petits boîtiers qui vont venir se coller sur le compteur électrique, sur la porte d'entrée et sur l'arrivée d'eau, et qui viennent analyser en temps réel, avec une intelligence artificielle, la consommation d'eau, la consommation électrique, les vibrations de la porte, la température, le taux de CO, pour venir prévenir dégâts des eaux, incendies, intrusions. Mais comment un petit appareil qui va être branché sur mon arrivée d'eau va prévenir un dégât des eaux? Parce que si mon dégât des eaux est de l'autre côté de la maison dans ma salle de bain, je vous dis ça parce que ça m'est arrivé, hein, je sais comment ça se passe, ce petit détecteur va le savoir? Du coup, on va venir analyser en temps réel votre consommation d'eau. Ouais. On va venir regarder votre consommation d'eau à l'instant T et votre consommation normale, donc quelles sont vos habitudes. Ouais. Et on va venir voir s'il y a une déviance par rapport à vos patterns ou à vos habitudes habituelles de consommation. S'il y a une grosse consommation d'eau en pleine nuit, par exemple, ça va vous mettre la puce à l'oreille? Exactement, on va regarder si c'est une machine à laver, dans quel cas on la voit aussi sur la consommation électrique. On va regarder si c'est une douche, la douche c'est de l'eau chaude, donc on la voit sur un chauffe-eau qui est au gaz ou à électricité. Et puis on va venir faire des probabilités, et si on pense que c'est une déviance importante, on va venir vous envoyer un SMS ou une alerte sur l'application pour venir vous dire il y a quelque chose d'anormal. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que vous allez détecter votre dégât des eaux au bout d'1 heure, au bout de 10 minutes, pas au bout de 3 jours. Donc pas au moment où vous aurez inondé tout l'immeuble, ou tous vos voisins, ou tous vos salons. On vient le plus tôt possible pour réduire au maximum les dégâts. Est-ce qu'il est possible de prévenir aussi les sinistres, d'imaginer avant qu'ils arrivent?
Il y a des choses ou pas là-dessus? Par exemple, ce qu'on fait sur la porte, on vient analyser les vibrations de la porte. Donc on est capable de savoir si quelqu'un qui toque, mais aussi si quelqu'un essaye de forcer votre porte. Et là, si vous avez un Amazon Alexa ou un Google Home, on va aussi venir déclencher une alarme finalement. Et donc c'est un moyen très économique de venir protéger mieux son foyer et de D'accord. venir prévenir. Attendez, les quel sources. rapport avec Amazon Alexa ou Google Home? Ça va se C'est-à-dire transformer en sirène, c'est ça? Pour les Ah haut-parleurs. oui, pour le haut-parleur, d'accord. Exactement. C'est-à-dire que le haut-parleur du Amazon Alexa ou du Google Home peut se transformer en sirène. Exactement. C'est ça? Alors c'est pas encore disponible, on fait des tests. Mais vous en ce l'imaginez moment. en tout cas. Mais c'est exactement la logique vers laquelle on va aller. D'accord. D'accord. Juste un mot sur le... Parce que je sais que Jérôme adore les capteurs, donc je sais qu'il va Oui, poser moi cette je question. suis Le fou des capteur sur capteurs. le compteur électrique, à quoi il sert dans le cadre d'une assurance? Alors il sert à deux choses. Il sert à donner des données contextuelles pour venir justement comprendre ce qui se passe dans le foyer et venir détecter mieux les dégâts des eaux, mieux les intrusions. Donc plus on a de données contextuelles, plus le machine learning est capable de comprendre ce qui se passe. Donc ça sert à ça. Et la deuxième chose, c'est qu'on a un coach énergétique qui vient vous dire qu'est-ce qui consomme chez vous, combien consomme votre frigo, combien consomme votre chauffage, ainsi de suite. Et on vient vous donner des conseils de réduction énergétique. Bon, l'assurance, alors c'est vrai que c'est une vieille industrie, vous avez dit poussiéreuse tout à l'heure, mais c'est aussi une industrie qui a besoin d'être solide, parce qu'en tant que consommateur, on ne veut pas avoir affaire à n'importe qui. Oui. Qu'est-ce qui nous garantit que vous avez les reins solides et que tout ce beau projet tient la route? Et que vous allez pouvoir rembourser. Donc Vos Luco, on clients. est une start-up, on est relativement jeune, et donc en effet, on a choisi pour apporter la plus grande solidité financière à nos assurés de s'associer aux deux plus gros réassureurs au monde, donc qui sont des sociétés financières qui s'appellent Swiss Re, Munich Re, il y en a d'autres qui viennent assurer les assureurs. Et ces sociétés, elles ont des participations ou elles ont des filiales qui sont des boîtes d'assurance en marque blanche. Donc chez Luco, on a nos propres actuaires qui font les modèles de risque, on gère nos sinistres, on fait toute la chaîne de valeur de l'assurance, mais on s'associe aux deux plus grosses puissances financières de l'assurance pour venir apporter la plus grande solidité financière. Donc Et c'est on pas est vous qui soumis- payez finalement, ce sont vos partenaires en quelque sorte. C'est nous qui gérons les sinistres, qui décidons D'accord. des indemnités. Ouais. Mais par contre, financièrement, de la même manière que Conto ou Revolut à ses débuts n'étaient pas des banques, c'était des institutions de paiement, on vient faire la même chose. On vient prendre des structures financières lourdes pour D'accord. venir apporter une sécurité. Il reste 20 secondes. En passant par votre service, je peux faire combien d'économies en assurant ma maison? En moyenne, 15 à 20% par an par rapport aux assureurs traditionnels, avec plus de services. Voilà. Et tout se fait en ligne via un chatbot. On En l'a 2 vu, minutes sur etc. getluco.com. Bon, bah écoutez, moi je vais m'assurer, comme ça j'aurai son vas beau t'assurer, sweatshirt. mais aussi, c'est- parce que c'est- franchement, depuis tout à l'heure, je lorgne. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Raphaël Vuillière. Et on donc arrive le au CEO bout. de Luco. C'est formidable. Parfait. Alors vous restez avec nous, la suite de ce village startup avec une deuxième startup qu'on vous fait découvrir tout de suite. On va parler de moto. Oui. Enfin, Et de casque de moto, et plus de exactement. protection. Et de protection. Parce que Ouais. la moto, c'est sympa, mais ça peut être très dangereux. On s'en rend compte tous les jours. Et on va découvrir donc un casque connecté. Avec notre invité Kevin Ravi, bonjour. Bonjour. Bonjour Kevin. Bonjour. De la start-up française Cosmo Helmets. Oui, Smart Helmets. C'est un petit peu long, Smart donc c'est pour ça qu'on dit Helmets. KSH. KSH. Oui, tout à fait. D'accord. Ah ouais, ça fait très moto comme Oui, sigle, voilà, hein, ça le exactement. T'as fait porté bien. ton KSH? Oui, Ouais. bah, il est là. Alors donc ça, c'est un casque. Oui. Qui est plutôt joli, sympathique, Merci. discret, voilà. J'imagine après qu'on peut le personnaliser, mais on y reviendra. Tout à fait. Il y a de la technologie dedans. Oui. Vous connaissez le principe du village startup, vous avez 6 minutes, c'est C'est parti, parti. Jérôme. Alors C'est on y parti. va, décrivez-nous ce casque. Alors, ce casque a été conçu pour justement la sécurité des motards. Aujourd'hui, on parle beaucoup de mobilité. On parle un petit peu moins de sécurité. Depuis l'avènement des trottinettes électriques et vélos électriques et autres moyens de mobilité, les accidents ont tendance à augmenter, notamment pour les motards. Donc nous, on s'est basé, chez KSH, c'est basé sur quelques principes de base. La visibilité, premièrement. Donc vous avez un feu stop à l'arrière, tout intégré. Ah, il y a un Chose- feu stop intégré dans le casque. Tout à fait. C'est ça. Chose que les grands constructeurs ont pu régler il y a plus de 10 ans. Avoir de la visibilité sur la route, c'était pour nous essentiel. Vous avez également aussi un détecteur de choc si vous avez un accident. En fait, le détecteur de choc va pouvoir envoyer un message à vos proches et contacter les secours à votre place. De plus, ce système a été couplé avec une intelligence vocale que vous pouvez interroger à tout moment pendant vos trajets pour un point de trafic, météo, ou tout simplement savoir quel est le bon resto du coin, sans utiliser votre téléphone. Voilà, source accidentogène. Donc vous avez un service autonome qui n'a rien à voir avec Siri ou Google Play, etc. Oui, Enfin, alors on a un service autonome, on peut quand même coupler avec Siri, parce que les utilisateurs ont l'habitude. Mais nous, Oui. on a développé un système qui va être vraiment lié à l'utilisation de la route en ville.
Alors, le feu stop, là, comment est-ce qu'il fonctionne? Est-ce que je dois Vous avez brancher mon casque sur la moto ou pas? Non, en fait, pas je du connais tout. la réponse, mais bon. Oui. Voilà. Pas du tout. C'est très simple. Vous avez un accéléromètre à l'intérieur qui va D'accord. détecter votre ralentissement ou un freinage. Donc, il va s'allumer plus fort au Ça s'allume à freinage. ce moment-là. Oui, Ok. tout à fait. Dès que je freine un tout petit peu, le casque va le détecter et va s'allumer en fait. Oui, alors C'est fiable il y aura un léger décalage avec votre feu stop de la moto parce qu'il y a vraiment une action mécanique, Ouais. un décalage d'une demi-seconde. Hein. Ah oui, Voilà, d'accord. c'est assez rapide. Ok. Mais en tout cas, ça permet comme les voitures depuis les années 90, il y a un 3ème feu stop, ça permet de vous donner plus de visibilité à hauteur des yeux surtout. Mhm. Un casque connecté, c'est bien, mais est-ce qu'il est aussi costaud qu'un casque normal? Oui, tout à fait. Alors, on va travailler avec des usines qui fabriquent des casques pour la norme. Voilà, souvent, on nous a un petit peu effrayés sur les normes européennes et autres. Il suffit de travailler avec le bon interlocuteur qui fabrique des casques. Oui, c'est un dans la casque norme, tout simplement. traditionnel en fait. Exactement, exactement. Et combien ça coûte et quel surcoût par rapport à un casque traditionnel? Alors combien ça coûte? Ça va être un peu plus cher qu'un casque classique. Un casque classique coûte environ 350 € à 400 €. Nous, on sera plutôt aux alentours de 800 ou 900 €. Ah oui, C'est le prix de la technologie. c'est plus que le double. Tout à fait, mais Waouh. ça nous permet d'avoir une solution tout intégrée avec vraiment une application qui va vous permettre d'avoir plus d'attention sur la route et d'être visible. C'est le prix de la sécurité, on va dire. Ce qui nous permet quand même d'être moins cher que la concurrence. Parce qu'il commence à y avoir un petit peu des casques dits connectés avec différentes options similaires aux nôtres ou avec de Ouais. la vision tête haute qui sont... Vous n'avez pas, vous, beaucoup la plus chères. vision tête haute? Non, on estime que justement c'est plutôt perturbant, surtout en ville. C'est très compliqué de regarder et la circulation sans rétro par-dessus son épaule et en plus dans la vision tête haute, on trouvait que ça faisait un peu beaucoup. Et c'est vrai que pour le guidage, par exemple, GPS? voilà, GPS Ouais. et qu'on ne sait pas où on va, Oui. c'est plutôt pratique quand même la Alors, vision tête haute. Là, vous avez un Comment on retour fait sonore. avec votre système, par exemple? Retour sonore, tout simplement. Retour sonore. Oui, oui. Donc tourner à droite, tourner à gauche. Exactement. etc. Ou bien sur une montre, ou bien sur Tout à fait, le c'est comme smartphone clippé C'est sur la moto. comme un bon ami qui connaîtrait parfaitement la route et qui vous dirait là c'est tout droit, là c'est à droite, là c'est à Il dit, gauche. ah, Voilà. là, il fallait tourner à droite. Et voilà. Il est vraiment autonome dans le sens où on est obligé de connecter à un smartphone ou Tout à il fait. vit sa vie tout seul? Non, il faut quand même le connecter à un smartphone. Parce que tout simplement pour récupérer les informations de votre GPS, c'est D'accord. le téléphone Pour qui la fait le job. navigation, mais pas Pour la pour le navigation. feu stop, j'imagine. Non, pas besoin. D'accord. Non. Et l'autonomie de la batterie, il faut le recharger tous les combien, ce casque? 6 heures d'autonomie environ. On estime qu'un trajet moyen dans une grande agglomération, c'est à peu près 20 minutes. Donc ça peut durer la semaine, à peu près. Une charge par semaine, c'est votre À calcul? peu près, D'accord. Ok. J'aimerais revenir sur une fonction qui est assez intéressante, c'est le fait que vous détectez qu'il y a eu un incident, par Oui. exemple. Hein. Une chute, Et- c'est ça? Une chute. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si par exemple la personne qui a ce casque est inconsciente, voilà, assommée ou je sais pas quoi, là vous allez pouvoir appeler automatiquement les secours, par exemple? Tout C'est à ça fait, c'est une très bonne question. Si vous avez un choc, le choc détecté par le casque va déclencher l'intelligence vocale. Cette intelligence va vous parler, va vous demander si vous allez bien. Donc si vous répondez et que vous allez bien, bon, il ne se passe rien. Elle va vous demander si vous voulez avoir de l'aide ou appeler les secours ou un proche. À ce moment-là, si vous dites oui, elle appelle un proche ou les secours. Si vous ne Et répondez si on pas, répond pas? vous allez avoir un bruit très désagréable pour essayer de vous réveiller et le système appelle les secours tout seul. Comme une D'accord. alarme en fait? Comme c'est une ça? alarme, tout simplement comme les secours. Quand les D'accord. secours arrivent sur un lieu d'accident, ils vous parlent jusqu'aux urgences. Donc voilà, on veut reproduire en fait. Et donc effectivement, on voilà. sera géolocalisé, donc les secours sauront exactement où vous il y a êtes. eu en fait, Exactement. l'accident, c'est Oui. ça hein? C'est ça. Kevin, il reste 40 secondes. Oui. C'est pas tout neuf, Cosmo. Vous avez déjà quelques heures de vol. Oui. Vous l'avez éprouvé, testé, vous avez des retours aujourd'hui. Il a sauvé des vies, ce casque? Non, alors on est toujours en prototypage. C'est vrai qu'on a beaucoup de retours. On a beaucoup d'avis Toujours en positifs. prototypage, d'accord. Tout à fait. D'ailleurs, nous Donc il n'est pas cherchons commercialisé. Non, nous cherchons des investisseurs. Il sort pour, quand Vous ne savez pas. non, on va dire 2020, mais nous cherchons des investisseurs pour nous aider à aller à ce D'accord. go-to-market justement. Ok, Et mais vous vous avez êtes- déjà voilà. fait le pricing malgré tout. Oui, tout à fait. Et vous intégrez d'ailleurs le village Baïséa ici, Oui, rue La au mois de Boétie, en juin prochain. hein, c'est ça. Exactement. Parfait, ben merci beaucoup. Super. Merci à vous. Et Merci on, beaucoup. on vous souhaite, on souhaite que ce casque arrive d'ici 2020. Voilà, si hein, vous dans êtes le commerce. investisseur, ça vous intéresse. Voilà. C'est le moment. Il n'y a plus qu'à. Allez-y, sortez votre chéquier les amis. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. On poursuit ce village startup dans un instant. Jérôme, je sais que tu adores faire la sieste au travail. Tout le monde l'a déjà remarqué. Il y a une nouveauté à ce sujet. On la découvre tout de suite.
Oui, j'adore faire la sieste au travail. Mais tu as raison, C'est vrai. mais c'est tellement agréable, même des micro-siestes. Exactement, c'est ça, très important évidemment. quand on a un petit coup de barre. Et on va découvrir justement Nap and Up avec Gabrielle de Valmont qui est là. Bonjour Gabrielle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice donc de Nap and Up qui est un cocon de micro-sieste. Exactement. Alors, je lance le compteur et expliquez-nous comment, Alors, racontez-nous. grâce à votre système, on peut donc faire la sieste au bureau, c'est ça? Alors avec Nap and Up, on s'est donné pour mission de démocratiser la pratique de la micro-sieste au travail. On a différentes activités. D'une part, on propose des cocons de micro-sieste. Ce sont des petites bulles individuelles avec une isolation visuelle qui permettent de vraiment déconnecter et se poser quelques minutes sur son lieu de travail sans se sentir observé par ses collègues. Mais C'est alors vrai que attendez, ça marche comment? On s'allonge? C'est quoi? c'est une comme un petite petit- bulle. un petit- Ah, voilà, on va comme voir quelques un images. petit igloo, une petite bulle, un cocon. Comme une tente, en fait. On s'installe, alors voilà, comme une tente, une cabane, on s'installe, on referme la coque et on est vraiment dans son environnement extérieur. Oui, donc Intérieur. on n'a pas le regard oppressant des collègues. C'est ça, on ne qui, se sent pas observé par ses qui nous collègues. voient et les ça, pieds c'est sur la très table, les yeux important. fermés, en train de ronfler la bouche ouverte. C'est ça. Ouais. Donc le C'est du cocon, vécu, hein, ça. c'est un peu la crainte de tout le monde. Eh Le oui. cocon, il est flexible, on l'installe, on désinstalle en moins de 5 minutes, ce qui permet aux entreprises de ne pas forcément dédier de mètres carrés de manière définitive à la micro-sieste. Donc t'as pas intérêt à ronfler parce qu'il Pas n'y a mal. pas d'isolation phonique en revanche. Oui, hein. d'accord. On Et entendra, hein, à côté quand de ça, avec Nap and Up, on propose aussi des audios de micro-sieste guidées. Le but, c'est vraiment d'être accompagné sur ces quelques minutes. C'est pas toujours facile de déconnecter en milieu de journée. Donc on est guidé par une petite voix qui nous aide à se recentrer sur soi-même et qui nous réveille au bout de 5, 10, Bien. 15, 20 minutes. Gabriel, un mot sur la micro-sieste, qui est quelque chose qui n'est pas forcément très on va dire, Qui n'est pas implanté en accepté France. socialement, c'est pas très accepté. Non, mais alors par exemple, que- au Japon, ils font ça tout le temps. Oui. hein, Exactement. des micro-siestes, Ils se Ouais. couchent entre les voilà. bureaux. Non, mais c'est dingue. Ouais, C'est- ouais. c'est fou. C'est vrai que On a l'impression que c'est moins occidental quand même comme pratique, non? c'est vrai que dans la culture française, il y a un blocage culturel au niveau de la sieste et du sommeil dans l'environnement professionnel. Il faut savoir qu'une micro-sieste de 15 minutes, de 20 minutes, c'est un surplus de 35% de productivité. Donc un vrai impact sur la performance. Donc toutes les entreprises ont intérêt à faire la sieste à leurs salariés. Mhm. Mais c'est vrai que dans la culture française, c'est toujours un petit peu difficile. Et c'est pour ça qu'on propose, nous, des programmes de sensibilisation. On intervient dans les entreprises, auprès des managers, des équipes, pour vraiment leur faire comprendre l'intérêt de ces quelques minutes de repos. Est-ce que tout le monde peut faire des micro-siestes? Parce qu'on dit souvent qu'il y a ceux qui savent et ceux qui n'ont pas cette capacité, cette aptitude. Alors faire une micro-sieste, ça s'apprend. C'est vrai que certaines personnes ont une capacité d'endormissement supérieure à d'autres. C'est vrai que l'idée, c'est pas forcément de dormir, mais plus de prendre un moment pour soi où on va souffler un petit peu, se recentrer sur soi-même, entrer dans un état de relaxation profonde sans forcément dormir. Et ça s'apprend. Et donc on fait des ateliers où on va apprendre pendant une demi-heure des petits outils très simples à mettre en place, qu'on soit sur chaise sur son bureau ou même dans un espace dédié. Des outils numériques, j'imagine. Il y a quoi là comme outil par exemple? Alors outil numérique, nous le cocon il est complètement déconnecté. On a voulu Le but justement du jeu, c'est faire... de tourner le D'accord. dos à Exactement. la tech. Un Donc produit- on n'a pas des petits bruits de je sais pas moi. Par contre, si les audios sont accessibles depuis une plateforme, tout simplement avec des écouteurs, un casque audio, on le plug à son téléphone et on a D'accord. accès à ces audios. Mais c'est vrai que le produit, on l'a voulu complètement déconnecter parce que D'accord. justement, on prône la déconnexion sur le lieu de travail. Mais malgré Ouais, tout, c'est voilà, logique. vous conseillez de chausser un casque avec des bruits zen, on va dire. Alors, les playlists ouais. qu'on propose en effet, avec l'accompagnement audio sur les minutes de relaxation. À qui vous vendez ce type de produit? C'est que des startups branchées ou vous arrivez à Alors, en caser dans les compagnies non. d'assurance, les banques, les industries Aujourd'hui, lourdes, on a les plus de médias. les médias? par exemple. Ouais. Aujourd'hui, on a plus de 40 entreprises clientes. Ce sont surtout des grands groupes. d'accord. Voilà. C'est vrai que pour elles, c'est plus difficile d'avoir cette initiative micro-sieste en interne. Elles ont besoin d'avoir peut-être une société qui les accompagne sur la sensibilisation, sur l'espace, sur le conseil en aménagement. Et du coup, voilà, notre startup propose justement tous ces services. Mais quand vous arrivez dans une grande boîte et que vous dites coucou, moi je propose des micro-siestes, les patrons se disent pas mais attends, donc on va perdre en productivité parce qu'il y en a qui vont se faire des siestes d'une demi-heure, De 2 une heure, heures. etc. Est-ce que vous n'avez pas des obstacles comme ça, T'arrives au bureau, tu te culturels, on couches. va dire, de la part de certains dirigeants? Alors c'est Ils vrai qu'on a essayé de penser à tout, que ce soit en termes d'espace, que optimisation des espaces. Donc on propose un système de réservation, par exemple, qui permet de booker son créneau de micro-sieste comme une salle de réunion. Donc on respecte les 20 minutes maximum de micro-sieste. Sinon le risque c'est de se faire réveiller par ses collègues. Eh oui. Et ça c'est pas très agréable. Ah oui. Du coup aujourd'hui ce qu'on voit c'est que le taux d'occupation des espaces de micro-sieste est très élevé après le déjeuner, entre 13h30 et 15h30. Mais que c'est vrai que ça s'enchaîne. Toutes les 20 minutes on a de nouvelles personnes qui utilisent le cocon à sieste. Donc on n'a pas d'abus de sieste de 1h30 dans le cocon à Ouais. sieste. Programmer sa micro-sieste, moi ça je saurais pas faire. hein. Non, moi non Autant quand ça tombe, Oui, ça tombe, c'est tout de vrai, suite. C'est vrai. Alors l'idée c'est de prévenir au moment où on va faire sa sieste et de checker Ah si oui, l'espace d'accord. de sieste est disponible plus que de prévoir une semaine
semaine à l'avance sa micro-sieste du mardi. Je vais poser une question toute bête, mais une question d'hygiène, quoi. C'est un matelas sur lequel tout le monde s'allonge. Alors chaque personne a un tissu à usage individuel qui va de la tête aux pieds, ça c'est très important en effet, pour se sentir dans un espace propre et être à l'aise dans le cocon à sieste. La micro-sieste apporte un gain de productivité après l'avoir faite? Complètement. Alors il y a beaucoup d'études qui le démontrent. 33% vous disiez, c'est ça? 35%. 35%. C'est une étude de la NASA. En fait, la micro-sieste, elle est pratiquée par les grands navigateurs, les astronautes, qui fonctionnent qu'en cycle de 3 heures d'éveil, micro-sieste, 3 heures d'éveil, micro-sieste. Et du coup, elle a été étudiée en long et en large par certains instituts. Et c'est vrai qu'on montre vraiment l'impact de la micro-sieste sur la performance, la réactivité, la vigilance, la mémoire, la créativité. Voilà. Alors, admettons qu'on veuille tester ça à 01net, pourquoi pas, hein, j'en connais quelques-uns qui seraient intéressés, je pense. Ça coûte combien? Alors, le cocon à sieste, la partie produit, dans son intégralité, c'est 3 000 € pour l'espace de sieste. Et puis après, vous avez l'accès aux audios en fonction du nombre de salariés qui 3 utilisent 000 € la plateforme. la tente là, qu'on a vue avec le matelas. C'est pas une tente, hein. Il faut l'essayer l'essayer pour comprendre. Il faut l'essayer pour comprendre que c'est loin d'être une tente. La tente. 3 000 €, oui, bon. Je serais content d'avoir ça en camping. Hein. C'est du haut de gamme. D'accord, très bien. Voilà. On a hâte d'essayer. Il faut faire venir ça à 01net. Oui, mais attends, mais bien sûr. Nap and Up. Merci beaucoup, Gabriel. Merci. Et les 6 minutes, voilà, il nous reste 5 secondes. On a juste le temps de vous dire au revoir et merci. Merci beaucoup. On va terminer ce village startup avec le coach de Fabrice Marcella, le maire du village. Bonjour Fabrice Marcella. Bonjour. Bonjour Fabrice. Bonjour à vous deux. Comment ça va? Je sais que vous êtes très actif. Est-ce qu'il vous arrive, comme le disait Gabriel, de faire de temps en temps des micro-siestes? J'aimerais bien en faire des micro-siestes. Vous n'avez pas le temps. Mais en fait, il n'y a que des espaces en open space ici, alors on est vite grillé. Et ben voilà. Donc c'est pour ça serait peut-être pas mal ici même aussi d'installer ces cocons de micro-siestes. Installer des cocons de micro-siestes. Fabrice Marcella, le maire du village ici, donc au village Baïséa. Il est avec nous tous les mois pour du coaching. Yes. Et aujourd'hui, Fabrice, on va parler d'une thématique que beaucoup de startups touchent du doigt, c'est la relation avec des grands groupes. Parce que finalement, ce sont deux univers qui se parlent de plus en plus, mais c'est peut-être pas toujours facile. Et qui ne se comprennent pas toujours. Hein. Et non, qui ne se comprennent pas toujours. D'ailleurs, c'est mon job au quotidien de faire en sorte que les uns et les autres se comprennent. Alors pourquoi on parle de ce sujet? On parle de ce sujet notamment pour d'ailleurs des startups qui sont plutôt en ce qu'on appelle business to business, donc plutôt qui vendent un produit ou un service à destination des professionnels et donc des grands groupes B2B. En fait, c'est une relation qui est paradoxale parce que d'un côté, on a des startups qui nous expliquent que elle souhaite venir remettre en cause un leader sur son marché, que c'est la meilleure solution, c'est une solution qui va révolutionner un secteur. Et en même temps, pour pouvoir se développer, elles nous disent aussi, ces startups, qu'elles souhaitent travailler avec des grands groupes. Donc ça, c'est schizophrénique. C'est schizophrénique. Et de l'autre côté, moi j'ai des grands groupes qui, ayant conscience de tout ça, acceptent l'idée de partager le gâteau et de travailler avec ces startups pour pouvoir eux-mêmes faire de l'innovation, être plus agiles. Donc en fait, on est sur deux pôles qui à la fois s'attirent, mais en même temps se rejettent. Ouais. C'est ça la relation start-up grand groupe au quotidien. Je t'aime moi non plus, c'est exactement ça. C'est comme si Uber avait besoin de taxi G7 pour pouvoir se développer et aller taper à la porte de taxi. Enfin, on verrait pas. C'est paradoxal. Alors comment ça se passe? Et donc, ce que nous faisons pas au quotidien chaque année, c'est on mesure la maturité de cette relation entre les uns et les autres, comment cette relation évolue dans le temps. Et donc c'est pour ça qu'on a sorti un baromètre qui mesure 3 choses. La première, c'est la rapidité. Quand on parle de rapidité, c'est la rapidité de prise de décision. Alors ça veut dire quoi la rapidité de prise de décision? C'est entre le moment où je rencontre un prospect, quand je suis une start-up, un prospect grand groupe, et au moment où ce grand groupe va prendre la décision de me faire confiance ou pas. Ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est que les startups reprochent à ces grands groupes d'être trop lentes. D'être trop lentes. Mais d'être trop lentes même dans une réponse négative. Ce qui est compliqué quand on est un grand groupe, c'est c'est que la décision est multiforme, on ne sait jamais qui prend la décision. Ouais. Et 2, on ne sait pas dire non. Alors pourtant, c'est vital pour une start-up de savoir lui dire oui, mais aussi de lui savoir dire non pour qu'elle passe à autre chose. La deuxième chose sur la rapidité, c'est aussi la rapidité d'exécution. Ça veut dire quoi? C'est une fois que j'ai dit oui, combien de temps faut-il pour pouvoir mettre en place le produit ou le service que j'ai imaginé? Et là, cette fois-ci, c'est les grands groupes. Très vite, monsieur, 3 ans et demi. Oui, mais en fait, cette fois-ci, c'est les grands groupes qui reprochent aux startups d'être trop lentes sur le sujet. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le moment où le projet passe d'une direction de l'innovation à une direction métier. Et la direction métier aujourd'hui d'un grand groupe, finalement, on lui a expliqué depuis plusieurs années que c'était génial de bosser comme une start-up. Regardez, on va bosser avec un tel. Sauf qu'il n'en reste pas moins que lorsqu'il faut intégrer un projet dans un système d'information d'un grand groupe, ça prend un petit peu de temps. Donc il peut y avoir cette déception, en tout cas cette frustration d'un grand groupe vis-à-vis du délai d'exécution. Et enfin, il y a le délai de paiement.
Et alors là, on a Sujet encore beaucoup de progrès à faire sensible. quand on est un grand groupe. Pour pouvoir raccourcir ces délais de paiement, les startups le reprochent encore aux grands groupes aujourd'hui. Malgré leurs efforts, il en reste pas moins qu'aujourd'hui, c'est trop long. Et quand on est une startup, la trésorerie, c'est l'élément vital pour pouvoir accompagner la croissance de sa boîte. Beaucoup de startups ont fermé la boîte à cause de délais de paiement trop longs. Ça, c'était le premier grand critère, la rapidité. Le deuxième, c'est la simplicité. La simplicité en termes de communication entre les uns et les autres. Je pense que ça, c'est plus un sujet. Les uns et les autres arrivent à se comprendre et à mieux travailler ensemble. Le deuxième élément de la simplicité, c'était la clarté des objectifs de collaboration. Ça veut dire quoi ? Pendant longtemps, les grands groupes ont fait travailler des startups en faisant ce qu'on appelle des proof of concept, des fameux POC, qui consistaient à faire quoi ? Qui consistaient principalement pour un grand groupe d'apprendre à mieux travailler avec une startup, mais sans plus d'objectifs que ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je mettais un petit peu d'argent dans une startup pour pouvoir travailler avec elle. Montrez-nous de quoi vous êtes capable. Voilà, mais ça s'arrêtait là. Le POC, le proof of concept, était devenu une fin en soi. On s'était tous transformés en boîte à POC. Objectif aujourd'hui qui est complètement dépassé, les uns et les autres s'accordent à dire que le proof of concept est une étape nécessaire à l'industrialisation. C'est comment faire en sorte, cette fois-ci, de déployer une solution au plus grand nombre. Troisième point de la simplicité, c'est la partie contractuelle. Pendant longtemps, on a pensé que c'était compliqué avec les grands groupes de signer des contrats. Ces grands groupes ont fait des efforts. Sauf que les startups ont mûri aussi et elles-mêmes viennent entourées d'avocats en tout genre qui font bien leur job, mais qui ralentissent aussi, cette fois-ci, les délais contractuels. Donc ça ne vient pas uniquement des grands groupes. Les startups aussi peuvent être finalement des éléments, en tout cas des éléments perturbateurs, je ne sais pas, mais en tout cas qui ne permettent pas d'accélérer cette partie-là. Troisième élément qui définit cette relation entre startup et grands groupes, après la rapidité et la simplicité, c'est la bienveillance. La bienveillance les uns vis-à-vis des autres pour avoir une relation équilibrée. Les grands groupes revendiquent cette bienveillance. Rappelez-vous, il y a 5 à 10 ans, les grands groupes ne voyaient pas n'avaient pas le même regard porté sur une startup. Ils cherchaient plutôt finalement à réintégrer cette startup pour éventuellement l'absorber en interne. Aujourd'hui, un grand groupe Quitte à la accepte l'idée. tuer parce qu'elle risquait Voilà. de faire concurrence. Parce que C'est certains un ne petit- se sont pas priés de faire, c'est notamment toujours- à c'est Silicon toujours Valley. le cas. On a Ouais, quelques exemples de ce type-là. Bien sûr. Aujourd'hui, les grands groupes ont compris qu'ils avaient besoin des startups pour pouvoir être plus agiles, pour pouvoir innover, en tout cas pour pouvoir repenser leur manière de travailler. Et donc il y a cette bienveillance qui est affirmée et surtout qui est perçue aussi par les startups. Dernier point, on a posé la question aux uns et aux autres de savoir quels étaient les indicateurs de réussite d'une collaboration entre startups et grands groupes. Les startups nous disent que ce qu'elles recherchent avant tout, lorsqu'elles travaillent avec un grand groupe, c'est du chiffre d'affaires, bien sûr. Ah oui. 2, une référence. C'est pas parce qu'on est une start-up qu'on a le plus beau produit au monde qu'on va réussir à rassurer des clients, des investisseurs ou des banquiers. Et le fait de pouvoir travailler avec un grand groupe qui vous a fait confiance, c'est une Bien référence sûr. qui va vous permettre d'aller en décrocher En d'autres. quelque sorte, une publicité. C'est une forme de publicité, de caution, confiance, bien sûr. de caution. Et enfin, c'est de la visibilité aussi sur leur plan de production. De signer avec un grand groupe, c'est aussi de garantir finalement Oui, une à long terme une un pérennité. chiffre d'affaires. Voilà. Quand on pose la question aux grands groupes, ils recherchent quoi, ces grands groupes, lorsqu'ils travaillent avec des startups ? Le premier élément, c'est l'expérience utilisateur. C'est comment s'inspirer des produits et des services développés par un grand groupe pour repenser ses propres services en interne. Donc c'est cette expérience-là qui est recherchée avant tout. La deuxième chose, c'est l'image. Alors ça peut sembler étonnant aujourd'hui, l'image, mais ça fait partie d'éléments qui vont permettre à un grand groupe de communiquer auprès du monde extérieur, auprès de futurs collaborateurs, auprès de futurs partenaires, combien cette entreprise est aussi tournée vers l'extérieur, innovante et qui finalement s'inscrit bien dans cette dynamique-là autour de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Et le troisième élément, c'est de faire aussi des proof of concept, cette fois-ci On y revient. qui visent néanmoins à faire de l'industrialisation, mais qui, voilà, de ce rapport-là, c'est le test avant tout, l'appropriation de cette nouvelle technologie à intégrer dans un grand groupe. Voilà globalement ce que nous dit aujourd'hui ce baromètre de la relation start-up-grand groupe. Bon, Donc c'est ça plutôt, va- voilà, c'est plutôt Ça va pas positif. si mal. Voilà. Il y a encore des efforts à fournir, Ouais. et tant mieux pour moi parce que ça fait partie de mon job, mais il n'en reste pas moins qu'on note effectivement une amélioration depuis quelques années sur cette relation paradoxale entre les uns et les autres. Très bien. Merci Passionnant. beaucoup, Fabrice. Merci à vous deux. Merci Fabrice. En plus, tu as vu, on n'a même presque pas eu de questions à poser. Hein. Non, Là, écoute, Fabrice, il est parti, là, il nous a fait son truc. Bravo, c'était super. Le maire du village Baïséa pour terminer ce village startup. Et Fabrice qu'on retrouvera le mois prochain bien sûr, ainsi que de nouvelles startups à vous faire découvrir sur ZeroNet TV. Merci de nous suivre et au mois prochain. Salut à tous.